Bonjour, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Aujourd'hui, nous recevons Valérie Rousseau-Desbordes, députée UMP de Meurthe-et-Moselle et animatrice du débat, de la convention de l'UMP sur la laïcité. Valérie Rousseau-Desbordes, bonjour. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors donc, l'UMP organise mardi prochain cette convention sur la laïcité. Je vous propose d'écouter ce qu'en pensent quelques dirigeants de l'UMP, dans l'ordre François Baroin et ensuite Gérard Larcher. Je crois qu'il faut certainement mettre un terme à tous ces débats. Je crois qu'il faut s'écarter de tout ce qui peut, de près ou de loin, donner l'impression de stigmatiser. Un débat qui stigmatise, c'est le contraire du principe de laïcité. Voilà pourquoi un débat sur telle ou telle religion n'est pas la bonne approche. Et de son côté, l'ancien ministre Christian Estrosi, député UMP aujourd'hui, a estimé, je cite, que ce débat s'apparente de plus en plus à un mauvais moment à passer. Alors, c'est un mauvais moment à passer ? Non, si vous voulez, moi je crois que dans la République, revenir sur les fondamentaux de la République pour expliquer en quoi ils sont des symboles intangibles, mais en quoi ils ont besoin d'être revisités, non pas changés, mais revisités pour s'adapter à l'ère du temps, ce n'est absolument pas revenir sur ces symboles, bien au contraire. La diversité s'exprime au sein de l'UMP, nous sommes un parti démocratique et il est important que chacun puisse avoir sa sensibilité. Vous comprenez les réticences d'un François Baroin, d'un Gérard Larcher ? François Baroin sera là mardi. Il interviendra sur le débat. Ce que dit François Baroin, nous le partageons, je le partage. Le principe de la loi sur la laïcité est intangible. Mais pour que ce principe, qui est né en 1905, il y a 106 ans, continue à vivre dans la démocratie moderne d'aujourd'hui, il a besoin d'être revisité pour voir comment est-ce qu'il s'adapte à la vie contemporaine. C'est pas plus compliqué que ça. Et ça nécessite une convention. Je note au passage que les communistes sont d'accord avec nous puisqu'ils feront eux-mêmes une convention sur la laïcité lundi 4. Oui. François Fillon, le Premier ministre, a indiqué qu'il n'irait pas à cette convention. Vous regrettez son absence ? Moi, ce que j'aurais trouvé bizarre, c'est qu'il vienne, qu'un Premier ministre de la France vienne assister à des conventions d'un parti politique. En même temps, c'est son parti. Oui, mais quand même, si vous voulez, qui ont pour objectif de préparer la plateforme gouvernementale, ça aurait été stigmatisant. On aurait dit, regardez, une fois de plus, mélange des genres, l'exécutif, le parti politique, etc. Donc je crois que c'est bien, en fait, que les choses soient ainsi. Il y aura plus de 12 ministres qui seront présents. C'est aussi une façon de montrer la réunion de la famille politique. Je pense que ce sera très intéressant de ce point de vue. Qu'est-ce qu'il faut en attendre de cette convention ? On a évoqué un code de la laïcité. Qu'est-ce qu'il y aura dans ce code ? L'idée aujourd'hui pour nous, c'est de voir comment est-ce que justement on compile l'ensemble des dispositifs qui existent depuis 1905. En fait, vous avez la loi, il y a eu 13 modifications de la loi, on oublie de le rappeler souvent, et puis il y a tout un panel de règlements, de circulaires, de directives qui au fur et à mesure de compilations diverses et variées sont venues adjoindre un ensemble qui fait le dispositif référentiel de la laïcité. Donc l'objectif pour nous déjà, c'est de compiler tout ça pour avoir ce symbole fort, important dans notre République d'un code de la laïcité. Ça nous permettra peut-être d'avoir un éclairage plus fort, d'y mettre un certain nombre d'annexes et puis de travailler dessus, de le prendre en référentiel. Alors en tout cas, c'est un sujet qui fait beaucoup parler. Les internautes ont été nombreux à vous poser des questions. J'ai retenu deux questions, celle de Martin et de Jean, qui disent: est-ce qu'il n'y a pas des débats plus importants à mener actuellement au sein de l'UMP, le chômage, la dette, les énergies, la santé, les retraites? Jean lui dit: pourquoi pas un débat sur l'augmentation du gaz que les gens ne pourront plus bientôt payer? Alors déjà, tous ces débats, nous allons les avoir ou nous les avons déjà eus. Nous avons fait un débat notamment sur la problématique des normes. C'est très important en fait la façon dont les normes sont construites dans notre pays parce que c'est prescripteur par rapport à la consommation. Nous allons faire un débat le 3 mai sur toute la problématique de l'emploi. Je note au passage, je le dis à vos internautes, que tout ce qui concerne l'énergie n'est absolument pas décidé. Le gouvernement n'a absolument pas l'intention de rentrer dans une augmentation comme souhaité du gaz. On évoque la possibilité d'un moratoire à partir du mois de juillet. Exactement, nous sommes tout à fait, je le confirme, nous sommes très très sensibles au pouvoir d'achat des Français et c'est pas parce que EDF a des souhaits que le gouvernement va y faire droit. Je crois que c'est l'exécutif qui décide, EDF propose, mais l'exécutif décide et il n'est pas question d'attaquer le pouvoir d'achat des Français en la matière. Donc nous allons la dernière augmentation sera celle qui a eu lieu aujourd'hui. Exactement. Et je rappelle que dans le parallèle, nous avons augmenté les retraites de 1,1% pour nous aligner sur le pouvoir d'achat. Donc on va avoir une convention emploi, une convention sociale, une convention sur tout ce qui est énergie verte, croissance verte. Ce sont des choses extrêmement importantes. Notre pays doit faire de la croissance, mais il doit aussi tenir compte des contraintes environnementales. Nous allons faire tout ça. Tout sujet, tout débat qui intéresse le Français intéresse l'UMP.
Dans le baromètre TNS Sofres du Figaro Magazine, on en reproduit une partie que vous pouvez voir sur l'écran. Marine Le Pen est désormais en 13e position, avec une cote de 25%, ce qui l'a fait grimper de 7 points en un mois. Et chez les sympathisants de droite, elle monte de 13 points. Comment vous expliquez cette montée qui semble irrésistible de Marine Le Pen dans l'opinion ? C'est un peu normal, si vous voulez, c'est un nouveau visage. C'est une nouvelle personne, elle a un parler qui peut sembler différent de ceux qu'elle représente, et notamment de son père, dont elle n'est que l'héritière, et de son parti, dont elle est héritée. Je note au passage assez étonnant cette démocratie où on hérite d'un parti politique. Enfin, en même temps, ce sont les militants qui l'ont désigné. Certes, mais qu'aurait-on dit si à l'UMP, il y avait eu un héritage de la même nature, si au PS même d'ailleurs, il y avait eu un héritage de la même nature. Je note au passage que ça n'a l'air de bouleverser personne, c'est quand même assez intéressant. Quand vous dites qu'elle semble être différente de son père, c'est-à-dire que vous pensez, vous, que le Front National version Marine, c'est la même chose que le Front National version Le Front National version Le Pen, c'est le Front National. C'est-à-dire un parti qui stigmatise la différence, qui stigmatise l'autre, et qui dit peut-être un certain nombre de choses, et sûrement un certain nombre de choses vraies, mais qui n'apportent jamais aucune solution. L'objectif du Front National n'est pas d'apporter des solutions. L'objectif du Front National est de détruire la droite républicaine qui le considère comme l'empêcheur de tourner en rond pour accéder au pouvoir. Les seuls qui aujourd'hui peuvent empêcher le Front National d'augmenter, c'est la droite républicaine. Et comment on peut la combattre efficacement, puisqu'on voit là depuis un an cette montée? Ça veut dire que c'est un échec du gouvernement? De façon très simple en fait, en disant ce qu'est le programme du Front National. Le programme du Front National, c'est pour résoudre la problématique du chômage, que les femmes arrêtent de travailler. Je pense que c'est assez intéressant. Pour résoudre la problématique de la drogue, c'est la peine de mort pour les gens qui font du deal. Je pense que toute personne qui, dans sa famille, a été confrontée à un enfant qui a dealé quelques grammes de drogue sera assez intéressée par cela. Le programme du Front National, c'est le retour au franc. Ça veut dire qu'au lieu de gagner 1 200 €, demain on gagnera 1 200 francs. Je pense que c'est aussi intéressant. Ça veut dire la ruine de l'intégralité des retraités de ce pays, l'ostracisation de notre pays. Le programme du Front National, c'est la fermeture des frontières. Je pense que c'est aussi intéressant dans un pays où le commerce extérieur, ce sont plusieurs centaines de milliers d'emplois. Le programme du Front National, c'est tout simplement la fin de la France. À nous de le dire. Du côté du Parti Socialiste, cette fois-ci, François Hollande a annoncé jeudi sa candidature à la présidentielle. Est-ce que pour vous, c'est le candidat le plus dangereux pour la droite par rapport à Dominique Strauss-Kahn ou Martine Aubry? Moi, j'ai pas d'avis par rapport à cela. Si vous voulez, le candidat, ce sera celui que désigneront les socialistes, ça leur appartient. La seule chose qui m'intéresse, c'est de savoir quel est leur programme. Si vous voulez, nous avons un candidat, nous sommes en train de travailler à notre programme. Les choses sont claires, nous sommes unis. Les socialistes, aujourd'hui, non seulement n'ont pas de programme, on voit à quel point d'ailleurs ils peinent à trouver des axes de convergence, mais en plus, ils ont des alliances contestables, parce que nous ne sommes jamais alliés avec le Front National, l'extrême droite. Eux s'allient sans vergogne avec l'extrême gauche. Je rappelle au passage que le parti anticapitaliste prévoit dans ses statuts la fin de la République. C'est quand même assez intéressant quand on fait des alliances de plateformes gouvernementales avec des gens comme ça. Et accessoirement, le Parti socialiste peine à trouver le mode de désignation de son candidat. Certains remettront en cause les primaires, d'autres les souhaitent. Tout ça ne me semble pas très sérieux. Vous dites que vous avez votre candidat. Pour vous, il n'y a aucun doute, Nicolas Sarkozy sera candidat en 2012 ? Pas que pour moi. Le Premier ministre l'a dit, Jean-François Copé l'a dit. Nous souhaitons que Nicolas Sarkozy soit le candidat, tout simplement parce que c'est le meilleur et tout simplement parce qu'il faut continuer les réformes que nous avons commencé à engager en 2007. En même temps, on a eu l'impression, au début de semaine, qu'il y a eu un affrontement par médias interposés entre Jean-François Copé et François Fillon, que ça semblait préfigurer une bataille de 2017 plus que 2012. Dans la famille, si vous voulez, quand il y a eu une défaite, et il y a eu une défaite dimanche dernier, c'est aussi important à un moment de se dire les choses. Il y a eu un moment où effectivement il a fallu se dire un certain nombre de choses. Aujourd'hui, c'est clair, le gouvernement gouverne, il termine le quinquennat. Le parti prépare la plateforme électorale de 2012, chacun dans son rôle, et tout se passera très bien. Donc il n'y aura plus maintenant de règlement de compte par médias interposés. Maintenant, les choses ont été mises à plat. Je crois que Jean-François Copé a été très clair par rapport à ça, il l'a regretté. Ce que souhaitent les députés, ce que souhaitent les parlementaires, ce que souhaitent les militants, ce que souhaite l'ensemble du peuple qui aujourd'hui est à droite, c'est que tout se passe bien et que dans l'unité, nous ne retombions pas dans les errements d'avant l'UMP. Alors justement, vous parlez de l'unité. Jean-Louis Borloo brûle de fédérer les centristes. Comment vous arriverez à le faire rester à l'UMP, à le garder auprès de vous? C'est une question de responsabilité, si vous voulez. Celui qui divisera la famille UMP portera le poids de la défaite, s'il y a une défaite. Après, chacun est libre, chacun s'assume.
Je crois qu'il faut se dire les choses. La famille UMP, elle a été construite, moi je viens de la famille démocrate chrétienne, de la démocratie chrétienne jusqu'à la droite qu'on appelle aujourd'hui populaire. Je crois très intéressant ce prisme-là. On est rentré dans l'ère, avec le quinquennat et l'inversion du calendrier, dans un ère de bipartisme, à l'anglo-saxonne, à l'américaine. Deux grands partis de gouvernement, qui s'affrontent au cours des élections. Je crois que l'antienne de penser qu'on peut revenir à un système de 3e ou 4e République où des petites forces d'appoint viennent faire une majorité est une antienne qui n'existe plus. En tout cas, elle ne correspond plus à la Constitution de la 5e République. Valérie Rousseau-Debord, merci d'avoir répondu à nos questions. À lundi pour un prochain talk.